Les années 80 commencent avec un marché du manga qui s'ouvre de plus en plus au marché shonen. C'est les lecteurs entre 12 et 19 ans. Ça, c'est la tranche d'âge considérée pour le shonen. Le terme yang est utilisé dans le monde de l'édition japonais pour parler de ce type de lecteur. Kodansha a une revue qui s'adresse exactement à ces lecteurs-là, s'appelle Young Magazine. C'est une revue assez récente, et l'éditeur a déjà publié une histoire de Otomo qui s'appelle Memories. Il tient beaucoup au fait qu'Otomo développe une série pour eux. Il va le voir, Otomo il est toujours débordé par les récits courts, à la fin il se laisse convaincre parce que les temps sont mûrs aussi, il veut le faire, il a vraiment envie de se lancer sur un long récit. Akira, c'est le résultat d'une réflexion typique d'Otomo. Quand il doit chercher une idée pour une histoire, il essaie de se rappeler qu'est-ce que c'était les choses qu'il aimait quand il était enfant. Alors, la première chose, après réflexion, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est Tetsujin 28. Tetsujin 28, c'est un bande dessinée, pas très connu en Occident. Peut-être le design du grand robot, vous l'avez vu quelque part dans les histoires du manga. Mais c'est un manga qui a été très connu dans les années, début des années 60 au Japon. C'est l'histoire d'une arme, l'arme et le robot, une arme qui n'a pas été utilisée en temps de guerre, elle est redécouverte à la fin du conflit et ce jeune homme-là, il l'utilise pour des opérations pour sauver l'humanité, ce genre de récit un peu simple même, très simple, c'est pas des choses très complexes. Il a été objet d'une série animée, typiquement au début des années 60. Là, vous pouvez voir le type de imaginaire donc c'est le point de départ d'Akira, pour bizarre que puisse paraître. C'est cette idée de l'arme qui est redécouverte après, qui le fascinait. Là voilà. La ville, un monde qui vient de sortir d'un conflit. C'est ça les thèmes ils vont trouver une nouvelle forme dans Akira. Il ne faut pas oublier que 1982 a été l'année d'or du cinéma de science-fiction. Voilà. C'est l'année de la sortie de Blade Runner, que c'est un film qui a un impact énorme sur l'Otomo. Si on regarde les titres ça c'est vraiment le début de Blade Runner. Je vous montre pour vous donner une image de la ville telle que Ridley Scott veut la représenter. N'oubliez pas que Ridley Scott, il était très influencé par Möbius. Vous voyez que la ville est... là, ça se verra encore plus. Mais la particularité de Blade Runner, c'est que la ville a vraiment un caractère de futur qui n'est pas nouveau. Un futur abîmé. Un futur qui a un passé derrière lui. Ça, c'est... très Möbiusien. Cette idée du futur abîmé, un futur qui n'est pas tout neuf, c'est même directement tiré des BD de Möbius, surtout probablement de Long Tomorrow. Mais si vous regardez les photos de scène de Blade Runner, vous allez voir que l'ambiance, les décors ont un style très net. Il y a un parti pris esthétique très très fort. Otomo, il était très fasciné par ça. À l'époque, il avait pu aussi regarder Metal Hurlant, tout l'ensemble des auteurs de Metal Hurlant. Il avait connu même les autres bandes dessinées, il ne se limitait pas seulement à Möbius, sa connaissance. C'est aussi l'année des T, ça je le dis à titre informatif, mais c'est bizarre comment certaines années, des genres cinématographiques explosent. Il arrive à présenter des films qui vont devenir des classiques, qui sortent tous la même année. 1982, c'est aussi l'année de Mad Max 2,
un film qu'il aimait beaucoup. Otomo, c'est un film un peu post-apocalyptique. Ça, c'est l'affiche japonaise du film. Très beau, hein. Moi, j'aime beaucoup les films de la série Mad Max, jusqu'au dernier Fury Road, que vous avez probablement vu, que j'ai bien aimé aussi. Et c'est aussi l'année du film The Thing de Carpenter, un film qui à l'époque n'a pas connu un grand succès. Donc, tout ça, il travaille dans la tête d'Otomo. Il cherche comment mélanger tous ses passions. Alors, il arrive à l'histoire des motards, il arrive à l'histoire des larmes, les adolescents avec des pouvoirs, le combat, le groupe terroriste, tous les sujets qui, d'une façon ou d'une autre, ont déjà habité son travail avant. Après, il y a la question vraiment des motards, de conduire les motos. Mais quel genre de motos peuvent être conduites en 2019? Parce que c'est l'année où se passe Akira. Là, voilà la très célèbre moto de Canada. Alors, évidemment, au début, il y a Easy Rider. Cette histoire des motos, Otomo dit que la première fascination qu'il a eue, c'était par les motos de Easy Rider. Ensuite, il y a un autre film de 82, c'est Tron. Tron, c'est un film que les plus jeunes probablement ne connaissent pas. C'était une des premières productions Disney avec l'ordinateur. Même Mebius, encore une fois, avait travaillé à Tron. Ça, c'est un des véhicules de Tron. Vous voyez bien qu'il y a des ressemblances. Peu à peu apparaissent en regardant les influences de Otomo. Otomo ne le cache pas et tout ça. Dans les entretiens, il en parle ouvertement. Et une autre influence majeure, c'est sûrement cette moto de Luigi Colani, que c'est un designer, en réalité pas italien, je crois qu'il est allemand, c'est fils d'immigré. Pour ce que c'est les costumes, il dit qu'il a été influencé par une vidéo des Police, d'une chanson qui s'appelle Synchronicity. Otomo, c'est comme une éponge, en fait. Il a la capacité de se nourrir de plein de références différentes, improbables, et les insérer dans son travail. Après, il y avait la question des trames, parce qu'Akira, c'est quand même une bande dessinée réalisée avec énormément de trames. Alors, comment faire pour les trames? Otomo, il avait fait des recherches à ce sujet, il n'était pas très content des trames ordinaires, donc il commence à photocopier les gravures de Doré. Et il travaille avec ça, tout est fait avec la photocopieuse, en plus un travail long, très lent, je n'ai même pas imaginé, et il utilise les trames de Doré pour les ciels et pour certaines autres parties de Akira. Donc là, on arrive aux planches. Comme d'habitude, les premières pages sont en couleur. Ah, 2030, j'ai dit 2019, c'est 2030. Ça doit être un mélange de, j'imagine, gouache et acrylique. Et là, on arrive à la Neo-Tokyo, dans laquelle le récit se passe. Alors, c'est déjà du début extraordinaire. Alors, je vous rappelle donc comment c'était le travail de Otomo. Voilà, Otomo devait dessiner 10 pages par semaine. Donc, c'est tous les 2 semaines, il avait la livraison de 20 pages. Donc, au début, il faisait la première page de chaque chapitre directement en version définitive. Il n'y a pas de Nemu dans Otomo. Il y a des notes dans son carnet et il attaque directement la page. Il fait la première pour trouver le rythme et pour rentrer dans l'esprit. Ensuite, il laisse la page aux assistants pour qu'ils terminent et commence à faire les crayonnés des autres 19 pages. Alors, ce n'est pas des crayonnés qui ont beaucoup d'étapes de préparation. C'est plutôt définitif déjà, le crayonné. Et après, il fait dans une demi-journée, c'est des rythmes incroyables, mais c'est le rythme de calendrier qui est tenu par l'éditeur de Otomo. Il ancre que les personnages principaux. Après, il donne le reste aux assistants pour ancrer les décors auxquels il va donner la dernière touche où il abîme un peu tout. Donc ça, c'est un peu le fonctionnement de Otomo à l'époque. Donc, je ne vous résume pas trop l'histoire d'Akira, qui est très complexe, et vous avez probablement lu la bande dessinée. Si vous l'avez pas lu, lisez-la, elle est magnifique, très longue par contre, il faut beaucoup de temps pour la lire. La chose importante, c'est vraiment regarder et réfléchir sur la force que Otomo est arrivé à injecter en termes d'imaginaire. Ça a été un choc même pour les Occidentaux. C'est à cette époque que Mebius, aux États-Unis, voit
Sayonara Nippon. Alors attendez, je vous montre le livre que Möbius a trouvé. Voilà. Il trouve ce livre-là. Et il est étonné par le graphisme. Et il commence à s'interroger sur qui est ce Otomo. Il demande à des gens de le traduire. Il trouve. Et à la fin, il découvre cet auteur et il commence à en parler autour de lui. Il dit, ah, mais il y a ce dessinateur, c'est extraordinaire, il est en train de se réaliser, cette série s'appelle Akira, il faut aller la voir. Alors, je ne sais pas si à cause de ça ou c'est un pur hasard, Glénat, à l'époque, avait fait un accord pour la traduction d'Akira. C'est de cette façon qu'il a commencé la traduction. En réalité, Glénat n'a pas utilisé les fichiers japonais. Ils ont utilisé les fichiers qui étaient destinés au marché américain. C'est la raison pour laquelle la première édition d'Akira, elle est en couleur et déjà à l'occidental. C'est seulement après qu'elle a été réimprimée dans le sens de lecture japonaise. Là, vous voyez, ça a été un très long travail d'adaptation. Ah, maintenant que j'y pense, excusez-moi, en France, il n'est pas publié en sens de lecture japonais. Je me trompe. En France, vous l'avez encore en occidental aujourd'hui, ce qui est pas très mal parce qu'il est vraiment très très bien fait l'adaptation. Akira, il y a un grand nombre de personnages, un grand nombre de situations. D'un point de vue structurel, probablement le fait le plus bizarre, c'est qu'il y a le climax au milieu. Il y a l'explosion de la ville, la destruction de la ville au milieu du livre. Donc ça, c'est vraiment très bizarre. Le récit a explosé même en termes de longueur, parce que il avait prévu 200 pages autrement, et à la fin, il s'est retrouvé avec un monstre de 2200. En plus de ça, en 1987, donc 5 ans après le début de la parution sur Young Magazine, Kodansha même, son éditeur, lui propose d'adapter en film la bande dessinée qui n'est pas terminée à l'époque. Alors, Otomo, qui a toujours été un fou de cinéma, qui a même tourné des petits courts-métrages ou des films qui n'a pas réussi à terminer, se lance dans cette travail titanesque. Il va même arrêter pendant 1 an et demi, entre 87 et 88, la sérialisation de la revue. Alors, je vous montre quelques scènes du film Akira pour voir de quel niveau d'animation on parle. Akira a été longtemps le film le plus cher de l'histoire de l'animation. C'est simple. Comment ça a été possible de le financer? C'était un film avec un budget de 10 millions de dollars pour l'époque. C'est assez simple. C'était une époque florissante pour le marché de l'animation et ça a été un ensemble d'investisseurs à plusieurs niveaux. Il y a eu énormément d'entreprises qui ont financé la réalisation de ce film. L'équipe était vraiment très très jeune. La plupart des gens avaient moins que 30 ans. Et probablement le collaborateur le plus célèbre, c'était Takeshi Siyama, qui c'est le monteur de Miyazaki. Un monteur très très célèbre qui a travaillé énormément. C'est le même monteur avec lequel Otomo a travaillé dans les 2 longs métrages qu'il a fait après. Le film est un succès énorme. Pensez que dans le seul Japon, il a gagné 63 millions de dollars et 80 dans le reste du monde. C'est justement le film qui a ouvert les portes du long métrage animé au public occidental.